Urgent les amis, ils avaient promis de ne pas toucher aux installations énergétiques iraniennes. Ils n'ont pas tenu promesse. L'Iran est en train de riposter. Les dégâts sont déjà énormes. Nous sommes le mardi 24 mars. Il est environ 10h30 à Paris. Je vous dis tout. Quelques heures seulement après avoir dit qu'ils ne toucheraient pas aux infrastructures énergétiques iraniennes, eh bien cette nuit, ils ont bombardé une installation gazière à Espahan et un gazoduc à Khorramshahr. Ça vous montre à quel point ce type est fourbe et qu'il ne faut jamais lui faire confiance. La riposte iranienne a été violente et immédiate et plutôt réservée dans un premier temps à Israël, puisqu'une nouvelle salve de missiles s'est abattue sur les territoires occupés. Je vous laisse regarder en même temps que je vous parle les images des dégâts à Tel Aviv. Je vous fais part également de cette déclaration iranienne qui dit « Nous produisons de l'électricité de manière dispersée à divers endroits, contrairement aux pays du Golfe et au régime sioniste. » Pour dire « Combien même vous visez nos installations, nous ne serons jamais en panne d'électricité. » Les menaces des États-Unis concernant les centrales électriques iraniennes sont mises à exécution. Les mesures de rétorsion suivantes seront prises immédiatement. 1. Le détroit d'Ormuz sera complètement fermé et ne sera pas rouvert tant que nos centrales électriques détruites n'auront pas été reconstruites. 2. Toutes les centrales électriques, les infrastructures énergétiques et les infrastructures de technologie de l'information et de la communication du régime sioniste seront largement prises pour cible. 3. Toutes les entreprises similaires de la région qui comptent des actionnaires américains seront complètement détruites. 4. Les centrales électriques des pays de la région qui abritent des bases américaines seront nos cibles légitimes. C'est extrêmement grave parce que Donald Trump jusqu'à présent n'avait pas osé menacer de s'en prendre finalement à ce qui sert à la population civile pour pouvoir tout simplement survivre. L'eau, l'électricité, le gaz, etc. Tant que vous êtes sur des cibles militaires ou des cibles stratégiques, j'allais dire, les choses s'entendent d'un point de vue du droit de la guerre. Là, on parle maintenant de s'en prendre à ce qui permet aux Iraniens tout simplement de se chauffer, de s'éclairer et d'avoir un accès essentiel à l'énergie. On pense évidemment aux téléphones portables, aux ordinateurs. C'est ce qu'on a vu en Ukraine. Donc quand Vladimir Poutine tape sur les centrales électriques ukrainiennes, on dit c'est monstrueux, c'est un acte, c'est un crime de guerre. Oui, eh bien c'est exactement la même chose que menace de faire Donald Trump. Et en représailles, les Iraniens menacent de s'en prendre aux usines de désalinisation de l'eau, ce qui est encore pire, puisque là, pour le coup, on s'en prend à l'eau potable. Or, effectivement, entre 40 et 90% des besoins en eau potable des populations du Golfe dépendent de ces centrales de désalinisation. Donc, on est passé à un cran supérieur où on s'en prend maintenant directement aux civils. Et ça, évidemment, c'est inacceptable. Alors voilà ce qui vient de se passer, je ne sais pas si vous êtes déjà au courant, Ursula von der Leyen vient de briser l'alliance avec Washington en plein direct depuis l'Australie. Elle est aux côtés du Premier ministre Anthony Albanese et elle vient de lâcher la bombe. L'Europe exige officiellement de retourner s'asseoir d'urgence à la table des négociations avec Téhéran. Mais écoutez bien parce que c'est là que ça devient vraiment tordu. Si vous pensez que l'Union européenne s'inquiète par pure humanité pour les 1348 morts ou les 17 000 blessés du conflit, vous vous trompez lourdement. La vérité est glaciale. Bruxelles avoue qu'on capitule parce que les prix du gaz et du pétrole sont en train de liquider nos entreprises en temps réel. On vient de franchir un cap où le portefeuille a officiellement écrasé la solidarité militaire avec Trump. Pendant que Washington et Israël frappent, l'Iran riposte en allumant les bases américaines au Qatar, aux Émirats et au Bahreïn. Le message de von der Leyen est une claque monumentale pour la Maison Blanche. L'Europe ne veut pas finir dans le noir pour une guerre qu'elle ne contrôle plus. Mais écoutez bien, parce que c'est là que le piège se referme sur vous. Ce n'est plus une news lointaine sur votre téléphone, c'est votre propre chauffage et vos propres emplois qui servent de jetons de poker. Vous réalisez soudain que votre vie moderne dépend entièrement de la fluidité d'un détroit d'Ormuz que Téhéran peut verrouiller d'un simple clic. L'Europe envisage même déjà d'envoyer ses propres soldats là-bas pour sécuriser ses robinets une fois que ce sera fini. Comment les États-Unis vont-ils digérer ce qu'on appelle déjà une trahison diplomatique majeure alors que le conflit s'intensifie? On est dans un naufrage total où l'Europe essaye désespérément de ne pas couler avec le navire en sacrifiant ses alliés. Dites-moi franchement, l'Europe est-elle courageuse de vouloir négocier ou est-ce qu'elle est juste en train de trahir ses alliés par peur de la faillite? On parle de négociations avec l'Iran, mais quand on regarde précisément ce qui s'est passé cette nuit, une chose apparaît très clairement. La réalité du terrain ne correspond pas du tout au discours diplomatique. D'un côté, Trump affirme que des discussions sont en cours et qu'elles sont constructives, et il a même décidé de repousser son ultimatum.
Et de l'autre, les autorités iraniennes démentent catégoriquement et assurent qu'il n'y a aucun dialogue direct avec Washington. Ce décalage est fondamental. Il signifie que même sur l'existence même de ces négociations, les deux camps ne partagent pas la même réalité. En pratique, cela veut dire qu'il n'existe pas aujourd'hui de négociations officielles structurées avec un cadre clair et des objectifs définis. Au mieux, il peut y avoir des contacts indirects, des messages qui passent par des intermédiaires, mais rien qui ressemble à un processus diplomatique solide. Et pendant que ce discours s'installe, les faits, eux, continuent de s'imposer. D'abord au Liban, la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, a été frappée dans la nuit par Tsahal. Ces frappes s'inscrivent dans une stratégie de pression continue sur les relais régionaux de l'Iran. Dans le même temps en Irak, une frappe américaine a visé des milices pro-iraniennes, confirmant l'implication directe des États-Unis sur ce théâtre. Et en Syrie, une base américaine a été la cible de tirs de missiles, ce qui montre que le conflit s'étend et circule d'un pays à l'autre. En Israël, plusieurs salves de missiles iraniens ont été tirées au cours de la nuit. La plupart ont été interceptés, mais il faut noter un élément important. Un impact a été signalé à Tel Aviv avec des dégâts sur un bâtiment. Dans le nord du pays, des dégâts ont également été signalés dans la région de Haïfa, tandis que des sirènes retentissaient à Naharia face à des menaces de drones. Parallèlement, l'Iran est lui aussi directement visé. Des frappes israéliennes ont été menées sur son territoire, y compris dans la région de Téhéran. Il est important de préciser qu'il s'agit de frappes ciblées sur des sites stratégiques et non de bombardements massifs au centre de la capitale. Ainsi, la pression militaire s'exerce désormais des deux côtés et sur plusieurs fronts simultanément. Enfin, sur le plan international, les signaux restent contradictoires. À l'ONU, Bahreïn a proposé une initiative concernant le détroit d'Ormuz, tandis que l'Union européenne appelle à une solution négociée. On voit donc apparaître une double dynamique, une intensification militaire sur le terrain et en parallèle un discours diplomatique qui ne se traduit pas concrètement. La conclusion est donc assez simple, mais elle est essentielle. Aujourd'hui, il n'y a pas de négociation de paix au sens strict, il y a des déclarations, des signaux, peut-être des contacts indirects, mais aucun processus structuré. Et pendant ce temps, les frappes continuent, les fronts s'élargissent et la tension reste maximale. Autrement dit, nous sommes dans une guerre active, accompagnée d'un double langage diplomatique. Dans ce flot d'informations données par Donald Trump, difficile de déceler ce qui est vrai. Selon le président américain, un changement de régime est actuellement en cours en Iran. Il assure que des négociations ont débuté, que des points d'accord majeurs, au moins 15, ont déjà été trouvés, mais avec qui ? Le locataire de la Maison-Blanche refuse de le dire. À qui parlez-vous en Iran ? Une personne de haut niveau. On discute avec un homme qui, selon moi, est le plus respecté et qui fait figure de leader. C'est le guide suprême ? Non, pas le guide suprême. À Téhéran, si le ministère des Affaires étrangères évoque des messages de pays amis pour la tenue de pourparlers avec les États-Unis, il dément catégoriquement l'existence de discussions actuelles avec Washington. Des négociations qui sonnent comme un revirement spectaculaire pour le président américain. L'ultimatum lancé à Téhéran pour ouvrir le détroit d'Ormuz, par lequel transite notamment 20% du pétrole mondial, est reporté, tout comme ses menaces d'anéantir ses centrales électriques. L'Iran avait alors indiqué qu'elle poserait des mines navales dans le Golfe et frapperait des installations électriques américaines en cas d'attaque de ses côtes. Face au risque de déclencher la plus grave crise énergétique mondiale de ces dernières décennies, le président américain a finalement reculé. Publié juste avant l'ouverture de Wall Street, son message posté sur son réseau social a eu un effet immédiat. Les cours du pétrole, au plus haut, ont chuté, le baril de Brent repassant temporairement dans la journée sous la barre des $100. Est-ce que vous avez beaucoup de points d'accord avec l'Iran ? Il y en a beaucoup. Sur 15 points. 15 points d'accord. Je pense qu'Israël serait très heureux. Nous avons déjà parlé à Israël. Je serais très content. C'est une paix. Ce serait une paix garantie à long terme pour Israël. Et si cela devait se produire, je ne peux pas le garantir, mais je pense que ce sera le cas. Et tout ce que je fais, toute ma vie, ce sont des accords. Pourquoi est-ce que ça ne se produirait pas ?
Demain matin, à un moment donné, à leur heure, nous devions faire sauter leurs usines électriques les plus importantes qui coûtent plus de 10 milliards de dollars à construire. Donc ça aurait été une véritable perte sur le plan financier. Il y a un tir, avec un seul tir, tout s'écroule. Pourquoi est-ce qu'ils voudraient cela? Donald Trump, nous avons anéanti leurs dirigeants. Puis aujourd'hui, j'ai eu une discussion productive avec leurs dirigeants. Lesquels? Des fantômes? Trump, j'ai rayé l'Iran de la carte, puis l'Iran doit immédiatement ouvrir le détroit d'Ormuz. Trump, les Iraniens n'ont plus de missiles ni de drones, puis les Iraniens tirent dans tous les sens et ce n'est pas bien. Trump, j'ai gagné la guerre. Il n'y a pas de cessez-le-feu, il n'y en aura pas, parce que c'est un régime terreau-terreau, nous les avons écrasés. Puis aujourd'hui, je vous annonce un cessez-le-feu de 5 jours. L'Iran doit désormais se reconstruire. Nous voulons la paix au Moyen-Orient, nous ne voulons plus de guerre. Et pendant que Donald Trump se contredit, l'Iran a de nouveau bombardé aujourd'hui. Quelle farce, quel échec et quel mensonge flagrant. Pendant que Trump tente de jouer sur les tendances du marché un lundi matin, l'Iran reste inflexible. Aucun contact direct ou indirect n'a accepté pour l'instant. C'est une honte. Plus de 2 pays agressent l'Iran et en 20 jours, une coalition n'a pas réussi à le plier. Jusqu'ici, c'est l'Iran qui contrôle le détroit d'Ormuz. L'Iran est lourdement armé. Comme je l'avais dit au début de cette guerre, l'Iran dispose d'un important stock de missiles, de drones et d'armes enfouis dans des bases souterraines. Des armes jamais testées, redoutables et puissantes. Trump envisageait de déployer des troupes, n'est-ce pas? Qu'il le fasse. Il ne doit surtout pas reculer maintenant, car l'Iran n'est plus dans le jeu de la farce des négociations, ça c'est terminé. C'est l'Iran qui décidera du jour de la fin de la guerre, pas l'inverse. Mais la plus grande honte aux États-Unis, c'est lorsque Trump, après la grande... Je vous ai dit qu'il a la grande gueule. Hein. Il n'a pas honte, je vous ai toujours dit ça. Il appelle les pays de l'OTAN. Il dit, s'ils ne viennent pas l'aider, ils n'ont qu'à se mettre en tête qu'ils vont payer. Mais comme aux États-Unis, c'est pas une monarchie comme en Côte d'Ivoire. Comme aux États-Unis, c'est pas une monarchie comme au Cameroun. Trump, tu as seulement 2 ans. Est-ce que ça vaut 2 ans même? Ça vaut plus 2 ans. Ça te reste peut-être 1 an, quelques mois, Trump. Ou bien les gars, c'est pas ça. Ou bien ça reste 2. Oui, il a déjà fait 1 an. Donc ça lui laisser 2 ans, oui, 2 ans, quelques mois. Donc 2 ans, quelques mois là, qu'est-ce que tu as fait au pays de l'OTAN? Puisque tu n'es pas un monarque. Mon ami, donne-moi une seconde. Tossou, je t'invite intelligemment, avant de raconter ta petite vie de choses là, il faut aller intelligemment, va réfléchir à ça. Keïta ne montre jamais quelque chose s'il ne va pas sur plusieurs sources différentes. Je vais sur plusieurs sources différentes. Et très souvent même, ce que tu dis intelligence artificielle, il faut réfléchir mon petit. Les gens peuvent utiliser, ça beaucoup le font. On peut utiliser, ça, cet homme-là, beaucoup l'utilisent comme, comment on appelle ça, comme narrateur. Ça, c'est l'intelligence artificielle. Mais maintenant, ce que tu comprends pas, je vais te donner ce petit coup. Donne-moi une seconde. Comme il a parlé, il faut que je lui réponde pour dire qu'on n'est pas au même niveau. On peut utiliser l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tout le monde l'utilise. Tout le monde. Quand les bœufs spirites doivent frapper, les informations sont envoyées à l'intelligence artificielle qui détermine tout de suite ce qu'on appelle comment on appelle ça? Comment vous dites, quand vous frappez et puis ça touche quelqu'un d'autre là, vous trouvez le mot. Donc l'intelligence artificielle calcule tout de suite les probabilités de réussite ou d'échec. Donc aujourd'hui, là, mon ami, il n'y a pas quelque chose au monde qui ne marche pas à l'intelligence artificielle. Tout ce que je fais moi-même là, c'est avec intelligence artificielle. Tous les téléphones que j'ai, c'est avec intelligence artificielle. Ma télé, c'est intelligence artificielle. Donc il n'y a pas quelque chose de nouveau que tu as dit. Ça, c'est deuxièmement, merci beaucoup, effet collatéral. Merci beaucoup, les gars. Deuxièmement, ce que tu dois savoir, on peut utiliser une intelligence artificielle pour faire une narration vraie. C'est-à-dire, les informations sont correctes, mais on permet à l'intelligence de faire la narration. Bon, si tu ne sais pas faire la distinction entre tout ça, je suis désolé, je dois faire cette précision parce que beaucoup de gens passent à côté souvent. Hein? On peut utiliser l'intelligence artificielle pour faire une narration. D'accord? Voilà.
Donc, toutes les informations que cette chaîne donne, tout est vrai à 100%. Tout. L'Amérique refuse les informations qui sont données. Et attendez. Et c'est ceux-là qui ont poussé, c'est ceux-là, intelligence artificielle, c'est eux qui ont poussé Trump à commencer à parler. Et Trump n'a même pas dit le nombre exact d'Américains qui sont morts. C'est plus que 13. On nous parle de 13, mais c'est plus que 13. C'est eux-là qui avaient déjà dit qu'il y avait des jets qui étaient tombés. Et tous ceux, plus que les vidéos circulaient, ils disent, ah, le jet là, c'est un tir ami. Mais mon ami, le tanker là, qui a été abattu dans l'ouest de l'Irak là, c'est eux là qui ont annoncé avant tout le monde. Les Américains sont sortis pour dire quoi? Merci, balle perdue. Les Américains sont sortis pour dire quoi? Ils disent oui, oui, il y a deux avions qui étaient il y a eu un incident entre les deux avions, un a atterri, l'autre est tombé. Mais quel incident ils n'ont pas dit? C'est l'intelligence artificielle qui a parlé. Donc, mon ami, quand moi, je suis excuse-moi, j'ai pas envie de me vanter, même si ça fait mal aux Ivoiriens. La communication, c'est ma nourriture, c'est mon domaine, je maîtrise et je sais faire la distinction. Quand une information est comme ça, je vais sur plusieurs sites. Et très souvent, quand tu écoutes ceux-là, après tu vas sur les sites, même si c'est des idiots, sur les sites français, tu vas trouver que tout ce qu'ils disent là, c'est repris là-bas. Donc maintenant, je ne te dis pas d'être d'accord avec moi. Moi, je te dis comment je travaille, ça s'arrête là. Maintenant, crois-moi, ne me crois pas, ça c'est toi que ça regarde. Alors, maintenant on continue. Alors, maintenant on continue. J'ai pas fini Benjamin Netanyahu, on va revenir. Donc, ils font des bombardements et puis ils disent, ah, regardez, en Iran, on a bombardé. Alors moi, je vous avais dit une chose par rapport à l'Iran. Et aujourd'hui, c'est en train de se confirmer, même les plus grands analystes américains le disent. L'Iran dit qu'elle est prête à mourir, c'est-à-dire que tous les Iraniens sont prêts à mourir. Alors, il y a des gens qui m'avaient, je crois que c'était hier, j'étais à une rencontre, hier ou avant-hier, et puis j'expliquais un peu la philosophie. J'ai dit, le guide spirituel iranien, il a pris le temps, pendant son mandat, avant son assassinat, à expliquer, et aux chrétiens iraniens, et aux musulmans iraniens, on a un pays, c'est l'Iran. Il y a une guerre qui arrive, cette guerre, on va la mener. Peut-être que beaucoup parmi nous ne seront plus là. Mais cette guerre, on va la mener. Beaucoup vont mourir. Ceux qui vont rester vont construire l'Iran. Ce sera la dernière guerre et après cette guerre, l'Iran ne fera plus de guerre. Il a pris le temps, pendant plus de 30 ans, à enseigner ça aux enfants qui ont grandi avec. Chrétiens ou pas, musulmans ou pas, les Iraniens savent que cette guerre, après cette guerre, il n'y aura plus d'autres guerres en Iran. Même s'il y en aura peut-être 50 ans, 100 ans après. Mais au moins, l'Iran sera tranquille. Donc, les pertes en vies humaines, en Iran, ils sont d'accord, ils l'ont accepté. Ils l'ont accepté. Et pour les musulmans, ils se disent, on meurt par leurs mains, on va au paradis. On est martyr, on va au paradis. Donc, c'est comme ça qu'ils sont. Alors, ça, c'est un premier point. Donc, déjà, en Iran, il y a un travail spirituel, j'ai envie de dire, psycho-spirituel qui a été fait. Et les Iraniens se disent que cette guerre, c'est pourquoi eux, ils pensaient qu'ils allaient soulever la population. C'est sur ça qu'ils ont travaillé, les premières frappes. Mais ça a été un échec. On a vu les rues de Téhéran bourrées de monde pour soutenir le régime. Donc, à ce niveau-là, ça a été un échec. Donc, le régime iranien ne tombera pas comme il le croit. Et quand les Américains ont commencé à préparer de ce qu'on appelle Ground Invasion, c'est-à-dire une incursion terrestre, ils ont voulu utiliser d'abord les Kurdes. Les Iraniens ont envoyé des missiles sur les Kurdes. Ne vous amenez pas à venir ici, sinon on va vous exterminer. Maintenant, finalement, ils se sont retournés vers les Marines qui étaient en Irak. Je crois, au total 2500, il y en a qui parlent de 2200, 2500 ou 5000. Mais les gens ont dit, pour que l'Amérique puisse contrôler l'Iran, il faut au minimum 500 000 à 1 million de soldats. C'est pas moi qui le dis, ce sont les spécialistes américains qui disent ça. Alors, allons sur la base de 100 000 seulement. Tu envoies quoi? 5 000 personnes, alors qu'on te dit au minimum, c'est 1 million de personnes ou 500 000 personnes.
5 000 personnes peuvent gérer quoi? Mais les Iraniens sont capables de sacrifier une partie de leur territoire et envoyer des missiles pour envoyer tout cela en enfer. Ils ont la capacité militaire de frapper n'importe quelle position sur leur propre territoire. Et ça, ils vont le faire. Et Trump le sait. C'est pourquoi Trump a demandé à l'OTAN. On revient. Et l'OTAN, maintenant, l'OTAN se trouve dans une situation, et Trump dit à l'OTAN, vous êtes obligés de nous soutenir parce qu'on vous a soutenu par rapport à l'Ukraine. Et l'Italie dit, on n'est pas dedans. L'Allemagne dit, Trump, moi je t'aime bien, mais je ne peux pas. La Grande-Bretagne dit, bon, président Trump, non, on ne peut pas. La France a joué le jeu de la Chine et puis l'Inde. Macron a joué le jeu de la Chine et de l'Inde. En faisant quoi? Macron dit à Trump, non, I'm sorry, mais non, on ne peut pas. Si c'est une force, une coalition ordonnée par les Nations Unies, la France rentre dedans. Mais si c'est vous, on ne peut pas. Mais Macron allait plus loin. Qu'est-ce que Macron a fait? Les Iraniens ont dit le détroit n'est pas fermé. Et c'est vrai, le détroit n'est pas fermé. Merci beaucoup, merci Michel. Alors, effectivement, le détroit n'est pas fermé. Le détroit n'est pas fermé, puisque les bateaux indiens passent. Les bateaux chinois passent. Donc, Macron s'est dit, mais attends, si les bateaux indiens et chinois passent, pourquoi pour nous ça ne passe pas? Il dit, d'accord, les mollahs, on veut discuter avec vous. Ils disent, il n'y a pas de problème, venez discuter. Il dit, mais pourquoi ça passe? Parce que, et là, ça fait rire. Et ça, c'est parce que l'Arabie Saoudite, même, l'Arabie Saoudite est dans le coup. C'est-à-dire, les Saoudiens, ils sont dangereux, hein, on a de la vérité. Ils sont mauvais, les Saoudiens. Et c'est là que les Américains sont en train de se rendre compte que les Saoudiens les ont doublés depuis. Maintenant, qu'est-ce que l'Iran dit? L'Iran dit, et là encore, ils vont me dire c'est intelligence artificielle. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Mais il faut aller plus au-delà de ça. Ça dit, faites comme ce que Dieu vous demande. Dieu dit, si quelqu'un dit qu'il parle à mon nom, ne dites pas tu mens, ne dites pas tu dis la vérité. Mais regardez s'il parle vraiment à mon nom. Si j'agis, c'est qu'il parle à mon nom. Si je n'agis pas, c'est qu'il ne parle pas à mon nom. Faites la même chose. Est-ce que moi je fais? Ça veut dire quoi? Quand je vois une information, j'ai plusieurs sources de vérification. J'ai plusieurs sources de vérification. Je vais vérifier partout dans toutes mes sources. Et si je vois que tout le monde dit la même chose, c'est qu'il n'y a pas de vérité dedans. Même si officiellement elle n'est pas dite, je sais que tôt ou tard, ils vont en parler. Parce que depuis que cette guerre a commencé, j'ai commencé à suivre ces histoires de narrative. Il y a un gars qui est là, ça fait bientôt un mois, c'est la même chemise blanche qu'il porte. Vous-même, vous savez que ça aussi, c'est intelligence artificielle. Il y a une fille là même il y a une fille là aussi qui fait un il y a une petite fille là aussi, non? Quand Soulé de Paris sort, elle est assise dans sa voiture. C'est intelligence artificielle. Elle est dans sa voiture et puis elle parle de Soulé. Mais là aussi, mon frère, est-ce que tu as refusé d'aller écouter Soulé? Parce qu'il y a une fille qui est là, c'est intelligence artificielle. Aujourd'hui, là, il y a intelligence artificielle, elle est en train de tout mélanger. Mais à toi de faire le bon tri. Quand tu écoutes, comme ça te paraît intelligent, oh c'est faux. Je suis désolé, c'est toi qui es dans le faux, c'est pas eux. Parce que quand ils disent, va sur plusieurs sources d'informations, il faut aller vérifier. Moi, sur les Américains, quand j'écoute ceux-là par exemple, il y a des gens comme Joe Rogan, qui est l'as de la communication aux États-Unis. Il y a Candace Owen, la jeune dame américaine là, qui a mis Macron et sa femme au dehors. Là. Il y a Joe Rogan, il y a elle. Il y a, comment on appelle ça? Il y a il y a chose, comment on appelle ça? Il y a deux anciens analystes de la CIA qui eux aussi font des... Donc, quand tu vas, eux ceux-là prennent leurs informations là-bas et puis ils mettent dans la bouche de l'intelligence artificielle pour parler. C'est eux les premiers qui donnent l'information. Maintenant, comment ils arrivent à avoir ça? Parce qu'ils ont encore des entrées dans le renseignement américain. Est-ce que Trump est fou pour venir dire aux Américains qu'on a perdu 60 avions? Moi, je vais vous donner un autre exemple simple. Voilà la photo ici. Je vais vous montrer la photo. J'espère pouvoir vous montrer la photo. Voilà, c'est ici.
Attendez, je vais voir. Je pense que j'ai la photo ici. Je crois que je dois avoir la photo ici. Voilà, je dois avoir la photo ici. Alors, est-ce que vous savez que quand les premières personnes à avoir parlé du bombardement de l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, le plus grand et le seul aéroport international en Israël. Mais c'est ceux-là les premiers qui ont dit. Mais après, qu'est-ce que j'ai fait? Après, je suis allé, voilà ça ici. Après, je suis allé sur Google. Et Google a publié tout. Voilà les images que Google a publiées. Mais pourtant, mon ami, c'est intelligence. Toi qui es sur YouTube, là, tu dis intelligence artificielle, là. Voilà ça ici. Va sur Google et puis il faut taper. Attaque de l'aéroport Ben, ils vont te dire combien d'avions ont été détruits. 73 avions sont partis dans le feu. Mais qui a annoncé, premièrement? C'est ceux-là, intelligence artificielle. N'allez pas dire c'est intelligence artificielle. Ça, c'est votre problème si vous ne voulez pas vous informer. L'information qu'elle a, allez-y vérifier. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé, voilà. Voilà. Regardez les avions qui ont été... Et c'est exactement le chaos que les gens ont décrit. Ils disent que c'est un chaos total. Et là, eux n'ont même pas présenté les images. Et ça, c'est sur Google que j'ai vu ça. Donc, je ne dis pas qu'ils disent toujours vrai, mais s'il y a une information qui vous a accroché, allez partout et puis essayez de voir s'il y a de la vérité dedans. S'il n'y a pas de vérité dedans, ils disent la vérité, mais comme on t'a dit que tout ce qui est intelligence artificielle, là, c'est faux, c'est ce qu'on t'a dit. Pourquoi tu ne jettes pas ton téléphone alors? Parce que ton téléphone aussi, c'est intelligence artificielle. Hein? Si tu ne jettes pas ton téléphone, pourquoi tu vas jeter les informations? Il faut juste avoir le courage d'aller fouiller de gauche à droite pour savoir, c'est tout. Alors donc, c'est pas une question d'allier, mon ami. Il faut bien écouter, comment on appelle ça? Michel, c'est pas une question d'allier. Et puis, Michel, attends, soyons d'accord. Attends, tu vas laisser passer ton ennemi devant ta porte, alors que tu sais que s'il passe, il va jeter une grenade chez toi. Pourquoi tu vas le laisser passer? Hein, Michel, toi aussi. Voilà. Bon, mon ami Michel, comme tu es intelligent et que tu crois que tu connais l'intelligence artificielle, là, moi je dis que c'est parce que tu es bête. Sinon, si moi je ne comprends pas, tu fais quoi dans mon direct? Là, tu connais là. Mais il faut aller faire ton direct et puis tu as prouvé que tout ce que je dis est faux. C'est là que moi je vois la force d'un homme. Va dans ton truc. Il y a quoi? Va, hein? C'est quoi? C'est Michel, c'est ça? Michel Basso. Mon ami, si tu es vraiment sûr que tu es garçon, que tu connais, pourquoi tu ne m'invites pas dans un débat contradictoire sur l'intelligence artificielle? Les gars, c'est pas ça. Si tu es garçon, il faut chercher l'application que tu veux. Et puis tu me lances ce défi devant le monde sur l'intelligence artificielle. Si je finis avec toi, ton caleçon va tomber. Est-ce que tu me connais? On va faire notre direct ici, vous venez, c'est pas là mon direct, tu vas venir montrer que tu connais. Tu ne vaux rien parce que tu es minable. Sinon, quand tu as vu ça, ton premier truc, c'est quoi? Ton premier réflexe, c'est quoi? C'est de faire des interventions pour dire aux gens, voilà les erreurs. Mais c'est ce que les petits blancs font. Tu vois, c'est eux qui font ça. Ils sortent avec les informations et puis ils démontrent par A plus B que c'est pas bon. Maintenant, tu es là, c'est pas là, direct des gens, tu viens raconter ta vie de merde avec ta gueule, tu pues la merde et c'est toi qui as venu parler ici. Hein? Il faut dégager de mon direct là, idiot. Tu sais même pas de quoi il s'agit. Alors donc, on continue. Tu m'énerves, je te bannis. Si tu connaissais là. Mais c'est ça. Vous, l'Africain, c'est ça. Il est incapable d'apporter quelque chose de plus, mais il est prêt à dire aux autres qu'ils ne sont pas bons. Voilà l'Africain. Voilà. Ça, c'est le prototype de l'Africain. Ça, c'est ce qui empêche l'Afrique d'aller de l'avant. C'est ce qui empêche l'Afrique d'évoluer. Maintenant, si tu sais que les gens vont regarder l'intelligence artificielle, là, pourquoi tu ne fais pas une direct et puis expliquer aux gens? Il y a un Chinois qui fait ça. Il y a un Chinois qui est très fort dedans. Il vient donner des cours gratuits. Si tu connais, tu dis tu es garçon, tu es enfant de ta maman là. Il faut sortir, bâtard que tu es là. Alors donc on continue. Donc, maintenant, il y a eu cette situation avec, je répète, avec Israël. Les avions 73, l'aéroport Ben Gurion, on va revenir là-dessus. Benjamin Netanyahu, on termine rapidement avec lui. S'il n'est pas mort, Benjamin Netanyahu, s'il n'est pas mort,
pourquoi n'a-t-il pas assisté au... Je vais voir si je peux retrouver rapidement ce truc-là pour vous. Si Benjamin n'est pas mort, pourquoi il n'a pas assisté au conseil de cabinet qui a eu lieu juste avant qu'il ne vienne s'exhiber qu'il a 5 doigts? Pourquoi il n'a pas assisté au conseil de cabinet? Pourquoi? Non, c'est un idiot, laissez-le, c'est une mère d'Ivoirien, laissez-le. Si les garçons n'ont qu'à sortir pour montrer aux gens qui connaissent, il n'y a beaucoup de ses parents diraient déjà à vos gueules pourries là, vous venez parler. Montrez que vous êtes à la hauteur. Alors, pourquoi Benjamin Netanyahu n'a pas assisté au conseil de guerre? Pourquoi le conseil de guerre a été présidé, dirigé par le ministre de la Défense et le premier ministre lui-même? Et moi, j'ai honte à la place de, comment on appelle ça, du Mossad. J'ai honte à la place du Mossad. Pourquoi le Mossad se livre à un tel jeu? Ça veut dire que la vie humaine n'a aucune importance, aucune valeur pour le Mossad. Pourquoi le Mossad perdrait son temps à prouver que Benjamin Netanyahu n'a pas 6 doigts à 5 doigts? Il va prendre son café. Il va prendre son café, il est incapable de recevoir les envoyés de Trump. Il est incapable d'assister au conseil de guerre. Mais il a le temps pour aller prendre un café. Ça, c'est quel chef militaire, ça? Parce que c'est lui qui est. Voilà ça ici. Je vais vous montrer, je pense pouvoir vous montrer ça. Where is Netanyahu? Is Israel's prime minister? On va suivre ça ici. Je vais... Oh. Ok. On va rapidement revenir ici. Je vais vous montrer ça rapidement. On va rapidement revenir ici, s'il vous plaît. Ok. On va écouter ça. Is Israel's prime minister alive, or has he been eliminated? Ok. Ça, ce sont des anciennes vidéos. Je répète, ce sont des anciennes vidéos. On va vous montrer tout de suite pourquoi nous croyons que Benjamin Netanyahu est réellement mort. Explosive rumors are spreading online, claiming that Iranian missiles may have assassinated Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. This followed Netanyahu's noticeable absence from a latest Israeli military council meeting. The meeting took place. Alors, vous voyez ça, je vais vous montrer ça que je voulais vous montrer. Ici, voilà. J'espère, oh non, au niveau de, vous n'allez pas, ok, d'accord. L'autre côté, là-bas, là, vous ne voyez pas sur votre écran, c'est le chef d'état-major des forces armées. Lui, celui qui est au milieu, là, c'est le ministre de la Défense. Et celui-là, je crois qu'il doit être le chef des opérations. En temps normal, cette place, en temps normal, ici, c'est la place de Benjamin Netanyahu. En temps normal, c'est sa place. Alors, il n'est pas mort, il va dans un café. Je vais vous montrer tout à l'heure. Mais ici, la vie de la nation dépend. Ici, il faut planifier. Surtout que Israël a lancé un appel aux Américains et Israël a dit que nous sommes à court d'intercepteurs. C'est-à-dire, Israël n'a plus suffisamment d'intercepteurs. Si le conflit va au-delà de 2 semaines, c'est-à-dire que on a déjà fait pratiquement, on est dans la 3e semaine. Si on va dans 1 mois et demi, Israël n'aura plus un seul missile à tirer. C'est fini. Donc, ils ont, comment dire ça? Ils ont, dans la nuit, dans la précipitation, ils ont ordonné, il y a des provisions militaires, ils ont ordonné, je crois, ils ont signé un chèque de 5 milliards, je crois, 5 milliards de dollars. Ils ont signé ça rapidement et demandé aux Américains de faire tout pour que Israël puisse avoir
très rapidement les patriotes et puis les TAD. Mais en réalité, ça aussi, ça nous permet, nous qui commentons l'actualité, de nous informer. Et dans nos recherches avec l'intelligence artificielle, on nous a expliqué que les États-Unis, les missiles patriotes, ils ne peuvent pas produire, je crois, plus de 96 ou bien 100, mais en tout cas, ils ne peuvent pas produire 200 missiles patriotes par mois. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas les capacités pour faire ça. Même s'ils ont la volonté, les moyens sont là. Parce que, en fait, ce qu'ils font, ils ont mis en place des systèmes budgétivores. Ils ont des missiles qui coûtent des yeux de la tête, mais ils n'ont jamais planifié qu'un jour, ils allaient se trouver face à une réalité, celle de l'Iran. On a écouté, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de démissions à la Maison-Blanche. Je vois, il y a eu 2 ou 3 personnes qui ont démissionné à cause de cette histoire. Parce que ils ont tous dit qu'ils ont averti Trump, il a refusé. Et ce qui est pire encore, vraiment, donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Alors, ce qui est intéressant, je continue. Ils ont mis en place des systèmes, je répète, budgétivores. Des missiles, des systèmes de défense qui coûtent des yeux de la tête. Ils ne peuvent pas produire plus. S'il y a des idiots qui pensent qu'ils peuvent produire plus, c'est votre problème. Parce qu'ils ont besoin d'un élément critique. Un élément critique. C'est-à-dire les terres rares. Les missiles là ne se font pas sans les terres rares. Et la Chine est le seul pays qui a 90% de la production mondiale des terres rares. Et Xi Jinping, lors de cette histoire de tarifs douaniers entre la Chine et les États-Unis, Xi Jinping a ordonné plus jamais de terres rares vendues à titre militaire aux États-Unis. Dans les cellulaires, il y a les terres rares. Dans les voitures, il y a les terres rares. Il dit seulement sur le plan civil, mais plus jamais sur le plan militaire avec les États-Unis. Même si les États-Unis mettent en place une unité de production rapide, même s'ils mettent en place une unité de production rapide, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les terres rares. Et les terres rares, la Chine dit qu'elle ne vend pas. La Chine s'en fout, puisque c'est la Chine qui est partout dans le monde où il y a les bottes, c'est la Chine. Après la Chine, c'est qui? C'est la Russie. Alors, pourquoi vous pensez que Trump refuse d'accuser publiquement Poutine? Il a besoin de Poutine. Il a besoin de Poutine, voilà pourquoi. Les journalistes l'ont amené à accuser Poutine publiquement. Il a refusé. Il a même insulté une journaliste devant nous. On a suivi ça en direct. Il a insulté, il refuse. Il dit, il refuse. Même si le renseignement dit que c'est la Russie qui donne les positions des militaires américains. Des avions, les tankers, les avions de, comment on appelle ça? Les avions de recharge. Quelqu'un m'a même prêté le mot la dernière fois. Les avions qui rechargent là. Parce qu'ils ont détruit 5, je crois, en plus de ce qu'ils ont abattu en Irak. Il y a 5 qui ont été brûlés la dernière fois. Et ça encore, c'est même, vous allez même France 24, LCI. Allez-y, si vous pensez que toute intelligence artificielle là, il y a une petite fille africaine là, je ne sais pas si elle est haïtienne, elle parle plaquer sur LCI là. Allez-y la suivre. Si vous dites que c'est intelligence artificielle, allez-y écoutez ce qu'elle dit là-bas. Quand vous arrivez chez elle, vous allez savoir si c'est vrai ou faux. Donc aujourd'hui, Trump, il a un problème avec l'OTAN. 2, j'ai un problème avec les munitions. Je m'arrête encore là. Ceux qui disent intelligence artificielle. Les premiers qui ont annoncé que l'Amérique est allée récupérer les missiles patriotes en Corée du Sud et au Japon, en Taïwan. Jusqu'à les Taïwanais ont filmé le départ des missiles patriotes de leur pays. Mais ça, c'est l'intelligence artificielle qui a dit avant tout le monde, non? Merci beaucoup, avion ravitaillé. Merci infiniment, les gars. Merci pour votre contribution.
Donc les avions ravitailleurs, là. Il y a un qui a été bombardé en Irak. Il y a 5 qui ont été brûlés. Hein? Qui a dit, premièrement, à ma connaissance, que les Américains sont... Moi, pour moi, je pensais que c'était mensonge. Jusqu'à ce que l'information soit reprise partout, jusqu'à ce que les Français même en parlent dans leurs journaux. Les Américains sont allés récupérer les patriotes dans ces 3 pays-là, parce qu'eux-mêmes, ils n'en ont plus. Mais pendant ce temps, même intelligence artificielle, c'est eux qui ont dit que l'Iran va bombarder les pays du Golfe. Et l'Iran les a bombardés. Au début, on nous a fait croire que c'était des mensonges. Parce que c'est ce que l'administration Trump voulait. Et pourquoi les gens ont démissionné? Parce que Trump refuse de reconnaître que l'Amérique est en train de perdre la guerre. L'Amérique est en train... Merci beaucoup. L'Amérique, la Corée du Sud aussi. L'Amérique est en train de perdre cette guerre. C'est vrai. Quand vous regardez le coup, et après la guerre, je dis bien après la guerre, les vrais bilans, quand vous allez les écouter, là, les idiots qui veulent nous parler d'intelligence artificielle, j'espère que vous serez honnêtes. De toute façon, vous vous êtes ridiculisés là, de sortir dire, déjà on avait tort. Parce que lors de la guerre, il y a ce qu'on appelle information top secret, information classifiée. C'est après la guerre que la commission de défense peut demander que certaines informations soient déclassifiées pour savoir ce qui s'est réellement passé. Pendant la guerre, il y a des informations classifiées. Je suppose que vous êtes aussi intelligent pour comprendre ça. Vous qui venez m'attaquer là, j'espère que votre intelligence vous dit ça aussi. On n'est pas la même chose, je vous en prie, ne venez pas vous égaler à moi, vous êtes trop petit. Donc, les informations classifiées ne permettent pas de savoir l'ampleur des dégâts. Et c'est l'intelligence artificielle aujourd'hui qui nous donne une idée approximative des dégâts. Je vous ai dit, dès les premiers jours de cette guerre, j'ai dit, moi, je ne viendrai jamais exposer les pertes de l'Iran. Parce que j'ai décidé de soutenir l'Iran. Donc ne comptez pas sur moi pour vous montrer les images de l'Iran, de Téhéran, les immeubles. J'ai dit non. C'est faire une faveur à ceux que nous combattons. Parce que ceux que l'Iran combat aujourd'hui, ce sont les mêmes que nous combattons. Israël n'a jamais été un bon partenaire. Israël, aujourd'hui, il y a des informations qui sortent sur Israël, le gouvernement, les rabbis, bien quoi là. C'est dangereux. Parce que dans leur entendement, dans leur subconscient, ou dans leur, même pas inconscient, c'est-à-dire depuis le subconscient, inconscient, conscient, pour les Israéliens, nous sommes des sous-êtres. Ils sont des choisis de Dieu. Et à cet effet, puisque Dieu a dit, vous ne serez pas les derniers, mais les premiers. Vous ne serez pas la queue, mais la tête. Donc, cette doctrine-là est ancrée dans leur tête. Mais, c'était une promesse de Dieu par rapport à son serviteur Abraham qu'il avait honoré. Mais ceux que nous voyons aujourd'hui, ce sont des criminels de guerre. Ils ne rentrent pas dans cette bénédiction. Mais la parole de Dieu est claire. Moi, je ne vais pas enseigner quelqu'un là-dessus, mais les fractions qui me viennent en tête, aussi bien dans la Torah, la Bible et le Coran, Dieu dit, moi, j'étais prêt à te frapper, j'étais prêt à te jeter en enfer. Mais parce que tu as révisé ton comportement, parce que tu as accepté de te soumettre à la volonté de Dieu, alors je renonce à ce que j'avais prévu contre toi. Allez-y, demandez à vos prédicateurs si vous voulez. Donc, Dieu peut dire, j'avais décidé de t'élever, mais à cause de ce que tu as fait là, voilà ce que je peux faire de toi. Il peut dire, j'avais décidé de te détruire, mais à cause de ce que tu as fait,
à cause de ce bon, je ne le ferai plus, je vais t'élever. Mais c'est le même Dieu qui dit tout ça. Donc Israël n'est pas dans ça. Parce que Israël aujourd'hui, ce sont des génocidaires, des criminels. Vous ne pouvez pas être enfant de Dieu et voir ce que Israël fait au Liban, en Palestine, à Gaza, et puis fermer les yeux. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas voir les crimes odieux d'Israël en Palestine et prétendre que ceux-là, ce sont les choisis de Dieu. C'est faux. C'est pas possible. Parce que Dieu nous accorde, Dieu nous enseigne la miséricorde. Vivre ensemble. Dieu nous l'enseigne. Mais Israël ne manifeste aucune pitié. Eux, c'est la puissance de feu. Tuer, détruire. Voilà leur philosophie. Voilà leur doctrine. Ça, c'est pas la doctrine de Dieu. C'est pas ce que Dieu a demandé. Sinon, nous tous, là, on ne serait jamais là aujourd'hui. On serait morts il y a longtemps. Alors, maintenant, est-ce que Benjamin est mort? Benjamin est mort, je le dis. Maintenant, il peut te ressusciter. Hein? Qu'est-ce que ça? Comment tu peux dire pas te ressusciter? Bon, moi je sais qu'il est mort. Mais les Israéliens vont nous berner. Les Israéliens vont nous manipuler. Les Israéliens veulent nous distraire en nous pointant du doigt qu'ils ont tué un guide iranien. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, tous les Iraniens, ils comprennent. Attendez, si le guide a refusé d'aller dans un bunker, il dit, je ne peux pas le faire. Si vous tuez quelqu'un, vous pensez que vous avez tué une. C'est ça qu'il est. C'est ça qu'il est. Eux, ils pensent que c'est l'homme. Alors que l'Iran, c'est un système qui a été mis en place. Un système décentralisé. Ça veut dire quoi? Ils ont planifié chaque région de l'Iran. Le territoire est vaste, je crois que c'est 1 800 000 ou 1 200 000, quelque chose comme ça, kilomètres carrés. Et ils ont départagé. Et chaque département, chaque région est autonome. C'est-à-dire que même si la tête tombe, chacun a sa feuille de route. Ce qui fait que, même si aujourd'hui, là, le Mojtaba, même si aujourd'hui il est tué, les Iraniens ne vont pas arrêter. Chacun a sa feuille de route. Ils ne vont pas arrêter. Donc, prétendre que vous avez tué un guide iranien, alors que un leader aujourd'hui, alors que le guide lui-même a été tué, est-ce que vous pensez que ça va empêcher? Parce que tout ça, c'est un but. Ils veulent que le peuple iranien se soulève contre son gouvernement. Mais le peuple peut protester contre des abus de son gouvernement. Le peuple peut contester certaines décisions. Le peuple peut demander plus de justice, plus d'équité. Le peuple peut demander au gouvernement de prendre des dispositions pour que la vie soit moins chère. Ça, c'est vrai. Tout ça, c'est excellent. Mais, croire que ce peuple-là va vous soutenir dans l'agression que vous faites, ce n'est pas possible. C'est là qu'il faut saluer j'ai pas envie de dire le génie, mais le génie politique du guide qui est mort. Parce qu'il a su rapprocher musulmans et chrétiens en Iran. Moi, je ne pensais pas que des chrétiens vivaient en Iran. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Jusqu'à ce que je tombe sur des vidéos qui remontent il y a des années, où le guide, il a fait ça de façon continue. Chaque fois, il allait voir les familles chrétiennes, il mangeait là-bas. Mais on a des frères musulmans ici, là, des petits ratés qui ne comprennent pas grand-chose, là, qui disent qu'il ne faut même pas manger une nourriture qu'une femme chrétienne prépare. Mais pourtant, quand ta maman ou ta soeur ou ta femme va au marché, là, aubergine qu'elle achète, là, tu crois qu'ils savaient qui elle achète? Le poisson, là, tu crois qu'ils savaient qui elle achète? Le piment, là, tu crois qu'ils savaient qui elle achète? Mais pourtant, les mêmes là, il y a beaucoup de restaurants ici. Ceux qui cuisinent dans les restaurants, là, ils sont tous musulmans, non? Il y a des restaurants ici.
Et plein de Maliens, il y a des restaurants ivoiriens où les Maliens, tu vois, ils sont pleins pour manger quoi, la tchéké. Il y en a plein. Mais c'est pas des musulmans, ce sont des chrétiens. Donc, vous avez une mauvaise lecture de Dieu, mais c'est vous qui êtes les premiers à insulter les gens. Alors, Benjamin Netanyahou, jusqu'à preuve du contraire, nous le considérons comme mort. Un premier ministre qui, en temps de guerre, ne peut pas présider un cabinet de guerre s'il n'est pas gravement blessé, il doit être mort. Sortir, aller dans un café, dire que j'ai 5 doigts pendant que ton peuple est sous les bombes de l'Iran, c'est inconscient de la part du Mossad. Et c'est une bassesse et une manipulation du Mossad. Accorder la vie à ceux qui meurent en Israël. Je vous le dis, Israël ne sera jamais le même Israël après cette guerre. Israël a changé de visage. Israël n'est plus le même Israël. Quand vous regardez Tel Aviv, j'espère pouvoir vous montrer ça, Tel Aviv, vous ne reconnaissez même plus Tel Aviv. Permettez-moi, je vais voir ça. Je vais vous amener ici, je vais vous faire écouter ça. Parce que pour moi, c'est... Ok, je vais vous amener ici. Je vais vous faire voir quelque chose rapidement là. Permettez-moi une seconde. Ok. Allez, donnez-moi ça là-bas. Allez, vous allez voir ça, c'est... Je vais couper le volume, mais regardez un peu, ça c'est pas joli. Nous sommes à Tel Aviv. Il y a des images, quand vous regardez, ces images-là ne sont pas jolies. Et Tel Aviv, c'est la capitale, je crois. Merci beaucoup à toi et merci Paul. Vous voyez? Et c'est pas joli. Tel Aviv ressemble aujourd'hui, je peux dire que ce coin-là ressemble aujourd'hui, sans risque de me tromper, ça ressemble aujourd'hui à un cimetière. Israël a été détruit. Dire que c'est l'ensemble du territoire, ce serait une erreur. Mais je peux dire Jérusalem et Tel Aviv, surtout Tel Aviv, parce que c'est là-bas que se trouvent tous les ministères. Le quartier général du Mossad a été bombardé. Le quartier général du Mossad a été enseveli sous les bombes. Le ministère de la Défense a été enseveli sous les bombes. La primature, enfin moi j'appelle ça la primature, je vais parler du bureau de Benjamin, a été enseveli sous les bombes. Le Parlement, que j'appelle le Knesset, quelque chose comme ça, a été enseveli sous les bombes. Et quand vous regardez, même quand Trump parle, pourquoi les gens sont en train de démissionner au niveau du cabinet, au niveau de l'administration Trump? Parce qu'il y a une réalité que Trump n'est pas prêt à accepter. Trump a un problème. Trump était menteur, nous le savons. Il y a un destroyer. Ils vont me dire encore que c'est intelligence artificielle. Donne-moi une seconde. Je pense qu'il y a tellement d'idiots ici, il ne faut même pas répondre. Il faut juste supprimer les bêtises qu'ils écrivent ici. Siloué, ça va? Ok, Siloué, tu as forgeron. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Siloué. Alors, il y a un idiot là qui dit, si le Premier ministre n'est pas mort, pourquoi il n'y a pas un nouveau Premier ministre? Idiot, et moi je connais comment ça. Il y a des gens, je ne sais pas, pourquoi tu dépenses cela là pour venir m'écouter? On est en guerre, et voilà l'idiot dit, s'il est mort, pourquoi il n'y a pas un nouveau Premier ministre? Vraiment, c'est pas... Et ça là, son papa m'a dit, j'ai mis mon enfant à l'école parce qu'il sait écrire. Depuis quand dans la guerre, tu as vu qu'on a dit quelque chose? Vraiment, tu fais pitié quoi. Tu réponds même la tête, tu fais pitié. Alors, cette situation
nous interpelle tous, d'une certaine manière. En Israël, jamais ils vont accepter la défaite. C'est pourquoi ils ont signé, je crois c'est avant-hier nuit, un chèque, je crois, de 5 à 6 milliards de dollars pour rapidement envoyer encore. Mais le problème, c'est qu'il n'y a même pas de stock. Il faut fabriquer. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut négocier un cessez-le-feu. Si vous ne négociez pas le cessez-le-feu, comment? Si vous n'avez plus rien, l'Iran va tout raser. Alors que l'Iran dit, je n'ai pas fini cette affaire des détroits d'Ormuz, il y a quelqu'un qui a dit que c'est bateau d'alliés. Je vais expliquer donc tout de suite cette affaire d'alliés-là. Parce qu'il y a un coup que j'étais sur le point d'expliquer, et puis il y a des idiots qui m'ont énervé, ces petits ratés d'Ivoiriens-là, qui connaissent rien, pas et tous, mais les plus bêtes. Je vous ai dit, il y a les Zoumana, les Dizza, c'est eux qui sont là. Alors donc, Israël ne veut pas reconnaître sa défaite. Trump refuse d'entendre que l'Amérique est en train de perdre. Aujourd'hui, tous les spécialistes, tous les analystes militaires sont unanimes. L'Amérique a mal préparé cette guerre. Et Trump a fait la grande gueule avec son ministre de la guerre. Ils sont partis du fait que l'Amérique est la première puissance militaire. Donc, ce n'est pas un pays sous sanction qui peut combattre l'Amérique. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, l'Iran a pris près de 40 ans pour s'organiser, creuser des bunkers, créer une ville souterraine. Et les sites d'assemblage, de fabrication, des missiles, des drones, des bateaux, des gardés de la Révolution, n'est pas exposé en surface. Tous les bombardements, je vous l'ai dit le premier jour qu'on a commencé ce voyage-là, je vous ai dit, tous les bâtiments qui sont en train d'être bombardés, ce sont des bâtiments administratifs. Ça, ce sont ces bâtiments-là qui identifient l'État iranien au sens politique. Parce que il faut faire la différence entre l'Iran politique et l'Iran civilisationnel. Hey, il a commencé encore. Il a commencé encore. Qu'est-ce que l'Iran politique? Qu'est-ce que l'Iran civilisationnel? D'accord? L'Iran politique, c'est l'Iran avec le président. Un président élu avec un pouvoir zéro. Il y a un gouvernement, mais tous sont soumis à la domination du guide spirituel. Il y a une élection qui est faite et c'est le guide qui valide le candidat. C'est le guide qui choisit le candidat pour être président. Et le bureau du gouvernement ne peut être formé que quand le guide valide la liste des ministres. Donc, la gestion politique de l'Iran n'est pas la même gestion que nous connaissons. Donc, l'Iran civilisationnel, c'est l'Iran qui va vivre après l'Iran politique qui sera bombardé par Israël et les États-Unis. Donc, ça, c'est un Iran de façade qui n'a aucune structure réelle, aucun pouvoir réel, aucune force véritable. Mais l'Iran civilisationnel, l'Iran historique, l'Iran des cultures, l'Iran des conquérants, l'Iran vainqueur, l'Iran qui a toujours été là, c'est ce tyran-là qui a construit sa défense souterraine. Et ce tyran est guidé, gouverné par les gardiens de la révolution. Donc c'est ce tyran-là qui est en train de se battre sur tous les fronts et qui est en train de gagner sur tous les fronts. Le jour que l'émir des Émirats Arabes Unis a dit « Nous allons riposter », les gens lui ont dit « Il ne faut plus répéter ça 2 fois. Il ne faut plus répéter ça 2 fois. » Ce n'est pas les Iraniens qui lui ont dit, hein, ce sont ses conseillers même qui lui ont dit « Il ne faut pas répéter ça 2 fois. On ne peut pas faire le poids. » Ceux-là, ils ont passé leur vie pas à construire des gratte-ciel, pas à construire des immeubles, pas à construire un monde occidental. Ils ont
tout leur argent, là, ils ont mis sous la construction souterraine, comme les Vietcong l'ont fait les Américains. Donc, l'Iran n'a pas investi dans des beaux quartiers, de belles maisons, des immeubles par-ci, des quartiers résidentiels IP par-là. Non, non, non. Pendant que Dubaï fait ça, le Qatar fait, les Émirats Arabes Unis font, c'est ça. Comment on appelle ce pays encore là, l'Arabie Saoudite, d'accord, et les autres. L'Iran a pris son argent pour se former parce que l'Iran savait qu'il y a une guerre qu'elle va mener et que cette guerre, quand elle va commencer, elle ne doit pas la perdre. Peu importe le nombre d'années, peu importe le nombre d'Iraniens qui sera tué, ils vont faire cette guerre. Et c'est en cela que l'Iran s'est investi. Contrairement aux monarchies du Golfe, qui ont construit des immeubles, qui ont fait ceci. Donc, quand les gens bombardent, et puis l'idiot président, on a tout détruit en Iran, c'est vrai. Ce que l'Iran veut que tu crois, que tu as tout détruit. Mais justement, c'est ça qui les tue. Quand vous regardez Téhéran, c'est vraiment, Téhéran a été pilonné. Et vous dites, il n'y a rien qui reste. Mais s'il n'y a rien qui reste, l'Iran dit, le stock que nous sommes en train d'utiliser, on n'est même pas encore arrivé à la moitié, ce sont des stocks qu'on avait prévus pour la guerre des 12 jours. Ils disent, et tous les spécialistes disent que l'Iran n'a même pas encore commencé à utiliser le véritable stock qu'il a préparé pour cette guerre. C'est pourquoi ils ont dit au minimum 6 mois, non, on est prêt. Ils disent au minimum 6 mois, même si vous voulez des années, parce qu'ils ont mis en place des unités de production souterraines pour soutenir l'effort de guerre. Donc quand les gens bombardent de surface, mais ils n'ont rien bombardé. Ce sont des bâtiments avec des noms, des titres, mais qui n'en valent pas la peine. Évidemment, il y a des pertes en vies humaines. On nous parle de 2000 morts. Parce qu'ils ne réfléchissent pas. Ils sont en train de bombarder à l'aveuglette. Si c'est ce que l'Iran voulait faire, il y a longtemps que les pays du Golfe, l'Iran va éraser fini. Mais l'Iran est en train de faire quoi? L'Iran est en train de cibler les bases militaires américaines et les ambassades américaines dans le Golfe. Et ils ont donné un délai. Et je crois qu'ils sont arrivés, le délai est arrivé à expiration. Et ils ont commencé à bombarder. D'ailleurs, avant que je n'oublie, il y a un site, le site le plus secret, le plus caché en Israël. Il y a il y a deux sites stratégiques. Il y a un site où sont cachés les avions stratégiques. C'est un site hautement stratégique qui, même quand vous arrivez là-bas, sur Google, là, les satellites, là, vous ne trouvez pas. Justement, c'est ça qui est en train d'énerver un peu les Israéliens, parce qu'ils se disent que il y a des sites qui font, c'est-à-dire les immeubles ministériels, le quartier même, ils sont tous concentrés là-bas. En fait, donne-moi une seconde pour mieux expliquer. Le quartier politique, c'est comme ça que j'appelle, le quartier politique d'Israël, là où se trouvent les ministères, le quartier général du Mossad, le bureau du Premier ministre, l'Assemblée législative, là-bas chez eux, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais le bureau du président n'est pas là-bas. Donc, c'est un quartier que j'étais étonné. Quand on m'a dit, j'ai dit, ça c'est vrai. Et puis je suis allé vérifier, c'est vrai. C'est difficile, quand tu fais des recherches géolocalisées, tu ne trouves pas. Alors, tous les bâtiments administratifs là-bas ont été construits avec différents niveaux. C'est-à-dire que la plupart des bâtiments, il y a des bunkers en bas. Il y a des centres de commandement qui sont en bas. C'est-à-dire que si là en haut, la surface est bombardée, les gens peuvent se retrouver en bas pour toujours continuer à ordonner les actions militaires.
Alors Israël, l'Iran a sérieusement bombardé là-bas, pratiquement tout détruit. Donc je peux même dire qu'il y a plein de gens qui sont sous les gravats, c'est ça, non? On n'est même pas certain si on pourra les faire sortir. Mais comme c'est des... Voilà, j'arrive. Effectivement, c'est ça à bout. Donc tu vois, c'est un peu ça, c'est à Tel Aviv. Maintenant, en dehors de Tel Aviv, dans le désert israélien, il y a 2 sites stratégiques. Un site où ils ont développé l'arme nucléaire, à peu près 400 têtes, 400 ogives nucléaires, je crois. À peu près, c'est ce que les gens ont dit, à peu près 400 ogives, c'est énorme. Et puis, il y a maintenant la base des avions stratégiques. Les avions qui sont supposés porter les ogives nucléaires. Ces avions-là sont là-bas, les avions qu'ils ont jetés avec les Américains, les F-35, tout ça. Donc, l'Iran a localisé ces 3 sites stratégiques névralgiques d'Israël. Un, le quartier général, les différents quartiers généraux au niveau de Tel Aviv, où ils ont laminé, ils ont sérieusement bombardé. Les cratères même, on a vu, il y a des images. Parce que comme Israël a beaucoup sanctionné, il y a une loi même qui est sortie. Si on te surprend en train de partager des images de bombardement iranien, je crois que tu fais 30 mois, je crois que c'est 30 mois, je crois 30 mois de prison. On te met en prison pour 30 mois. Donc qu'est-ce que les Chinois ont fait? Les Chinois ont tourné leur satellite commerce. On dit quoi? C'est un, non? Aidez-moi ici, je ne comprends pas français. C'est un satellite, d'accord. Les satellites commerciaux chinois, mais en fait, quand la Chine te dit satellite commercial, là, il faut pas croire à ça. Hein. C'est des menteurs. Donc, les satellites commerciaux chinois ont commencé à publier les images de ce qui se passe en Israël. Donc, à Tel Aviv, c'est grâce à ces images satellites-là qu'on a pu voir l'ampleur des dégâts. Ce n'est pas tout. Maintenant, la frappe qui a eu lieu sur le site stratégique où se trouvent les F-35 et les avions stratégiques, Israël a démenti. Les Chinois ont fait sortir les images des frappes. Donc là-bas, même si les avions n'ont pas été touchés en grande partie, le dépôt de kérosène et les pistes d'atterrissage et de décollage ont été sérieusement endommagés. Donc, les avions ne peuvent même pas décoller à partir de là-bas, puisqu'il n'y a pas de piste pour ça. Tout a été détruit. Maintenant, le site nucléaire, je me rappelle, j'ai pas idée de 2, mais je me rappelle, il y a eu un bombardement, mais après ça, je ne sais pas s'il y a eu un deuxième bombardement en Israël. Ça, c'est ce qui concerne Israël et le mensonge qu'on veut nous faire croire que Benjamin est vivant. Un premier ministre, en temps de guerre, ne peut pas se pavaner dans un café et être incapable d'aller présider un cabinet de guerre. Ça pose un problème. Ils sont plus soucieux à montrer qu'il a 5 doigts, mais ils ne sont pas soucieux que c'est le chef suprême des armées et qu'il doit avoir des réunions avec et le Mossad et les forces armées israéliennes. Donc, jusqu'à ce que nous on voit Benjamin Netanyahou avec son complice se trompe, jusqu'à ce qu'on le voit présider des réunions de guerre, jusqu'à ce qu'on le voit réellement dans sa position et sa posture de Premier ministre, tant que ce n'est pas ça, en ce qui me concerne, il est mort. Mais je n'oblige personne à me croire. Je tire ma conclusion sur des faits pragmatiques. Même Ouattara, quand il était malade, contre la vie de ses médecins, il a demandé que ces médecins soient transférés, peu importe le coût, l'État de Côte d'Ivoire paye. Ouattara a fait campagne. C'est après qu'il a fui pour aller se reposer en France. On allait le brancher dans les appareils là, pour qu'il soit en vie. On l'a bombardé de drogue pour qu'il puisse tenir. Ça se voyait. Il était tellement... Mais un chef doit rester un chef. Un chef qui n'est pas un chef. Dites-moi, des Israéliens sont en train de mourir et lui il se soucie de ses 5 doigts. Des Ivoiriens sont en train de mourir, il n'est pas dans un cabinet militaire en train de prendre part,
à une réunion importante, à une réunion stratégique, mais il est dans un café en train de boire. Et puis là encore, c'est compliqué parce que même là-bas, le Mossad a été pris encore la main dans le sac. Il porte une bague. Quand il fait le mouvement, la bague disparaît. Il boit le café, la mousse laisse une petite moustache. Le temps de retirer, on voit la petite moustache. Mais quand il commence à parler, la moustache là a disparu. Donc, il y a tellement d'éléments qui sont incohérents dans cette tentative. Mais pourquoi on ne l'amène pas au cabinet de guerre? Parce que n'importe qui ne peut pas avoir accès. Il faut avoir un niveau d'accréditation élevé. Donc, si on veut nous faire croire qu'il est vivant, pourquoi on ne le fait pas, pourquoi on ne le voit pas assister au cabinet de guerre? Parce que pour avoir accès à ce local même, il faut avoir un niveau d'accréditation élevé. Il y a différents niveaux. Je ne sais pas, mais il n'a pas ce niveau, il ne peut pas assister. Mais pourquoi le Mossad s'amuse avec les émotions des Israéliens? Mieux, on nous a dit que blessé gravement, il a été transporté en Allemagne. Et il n'a pas survécu à sa blessure. On dit que son fils est gravement blessé, son frère a été tué. Mais les Israéliens, ils sont tellement forts à dire c'est pas vrai, mais ils sont les premiers à dire on a fait ça, on a fait ça. La manipulation, ils sont très forts dedans. En ce qui me concerne, alors, ils sont tous des menteurs. Maintenant, aux États-Unis, l'Iran a imposé sa loi. Quelle est la loi de l'Iran? C'est là que ça devient intéressant. Ça, c'est la deuxième partie de notre intervention sur pourquoi le détroit est fermé et pourquoi la fermeture du détroit, l'Iran a joué, comment on dit, échec et mat, c'est ça? L'Iran a sorti le grand jeu. Alors, l'Iran dit, d'abord, la France, j'ai entendu parler de ça, la France décide de négocier directement avec Téhéran, ce qui met Trump dans tous ses États. L'Inde a négocié avec Téhéran. La Chine a négocié avec Téhéran. Alors le Téhéran dit, nous, parce que, alors je m'arrête encore là, il y a tellement d'infos souvent que ça m'échappe. Vous vous rappelez quand j'ai dit que les Américains sont des menteurs et que quand c'était l'information que j'ai partagée avec vous par rapport au Mali là. Alors, regardez, Trump dit à la presse, devant le monde, que les Iraniens l'ont contacté, qu'ils veulent arrêter la guerre. Ils veulent arrêter la guerre, ils sont fatigués, il a commencé à mentir. Et qu'est-ce que... Il y a une chaîne de télévision qui n'aime pas sa tête. Donc, ils ont fait une visioconférence avec le ministre des Affaires étrangères iranien. Il a dit que tout ce que le président américain a dit, tout est faux. Ils n'ont jamais contacté la Maison-Blanche. Ils ne sont pas intéressés à négocier avec Trump. Parce que chaque fois qu'ils sont en négociation avec Trump, Trump passe dans le dos des Iraniens et puis il fait des choses. La guerre des 12 jours et puis celle-là, donc ils ne veulent plus négocier avec Trump. Et même s'il doit y avoir une négociation, ce sera au terme de l'Iran. Et ça, c'est un camouflet. C'est une humiliation. Et quand Téhéran a fait ça, tout de suite, l'Union européenne, l'OTAN, ils ont dit quoi? Ils ont dit, hey, si on veut gaz, on a insulté Poutine. On a essayé d'humilier Poutine. Repartir Poutine, mieux vaut s'entendre avec l'Iran que d'aller chez Poutine. Donc, que fait l'Union européenne? L'Union européenne dit, nous n'allons pas, en général, l'Union européenne fait des négociations groupées. Mais l'Union européenne dit non, on ne va pas faire des négociations groupées. On laisse chaque pays décider. Donc, chaque pays décider. Donc, ceux qui veulent négocier, qu'ils aillent négocier. Ceux qui veulent pas négocier, qu'ils ne négocient pas.
Alors donc, quand Trump a fait son appel, et tous ont dit on n'est pas intéressé à aller faire cette guerre. Si c'est les Nations Unies, sur le couvert des Nations Unies, si c'est une résolution des Nations Unies, oui, on sera partant. Mais une guerre des États-Unis, on ne veut pas. Et Trump dit, il a commencé à les menacer, les insulter, tout. Alors maintenant, ils se disent qu'est-ce qu'il faut faire. Comme vous connaissez la France, c'est le premier pays le plus traite au monde. La France a pris son téléphone, Macron a pris son téléphone et puis il a appelé le président iranien. Il dit, qu'est-ce que je dois faire pour que mes bateaux puissent passer? Les bateaux de la France, notre pétrole, notre gaz naturel. Il dit, si vous achetez en dollars, ça passe pas. Mais vous devez acheter tous en yuan. Alors, la question maintenant, pourquoi l'Iran exige que pour que les bateaux passent, il faut que le gaz ou le pétrole soit acheté en yuan. Et là, on va me dire c'est intelligence artificielle. Mais c'est partout, mon ami. Il faut aller t'informer. La question n'est pas de dire que je ne défends pas l'intelligence artificielle, mais je dis, ils peuvent donner des informations. Il appartient à chacun d'aller chercher, si c'est vrai ou faux, que chacun aille s'informer. Donc, l'Iran dit, nous n'allons plus laisser les bateaux passer avec le pétrole brut ou le gaz liquéfié, payer en dollars. Waouh, ça c'est faux. Waouh. Donc, il faut que le gaz ou le pétrole qui doit transiter par le détroit iranien, il faut qu'il soit payé en yuan chinois. Alors, question. Est-ce que l'Arabie Saoudite, il n'y a pas de problème? Donc, ça veut dire que tous les pays du Golfe, là, les royaumes, là, les monarchies, là, et tous ont déjà commencé à utiliser l'argent chinois comme moyen d'échange. Même si et tous ne le font pas. Le fait même d'oser dire ça, ça pose un sérieux problème. Et je vous ai dit une fois, si vous vous rappelez, j'ai dit Trump sera l'idiot que Dieu a envoyé pour que le monde se libère de la domination du dollar et de ses occidentaux. J'espère que vous vous rappelez de ce que j'ai dit. J'ai dit comme l'idiot de Macron a été une bénédiction pour nous en Afrique, particulièrement les pays de l'Est, nous, j'ai dit je prie que Trump soit une bénédiction pour les autres dans le monde, que son idiotie les pousse à briser le tabou. Le fait que l'Iran vise des avions de guerre américains, même si l'Iran n'arrive pas à les abattre, même si l'Iran ne les touche pas, mais le fait de viser où sont stationnés ces avions, ça veut dire que le mythe américain est mort. Et tout le monde sait que l'Iran, ses missiles aujourd'hui, arrivent à atteindre n'importe quel objet sur la planète Terre, à moins que l'Iran ne veuille pas. Il y a un missile dansant. Le missile, quand il arrive au moment où il doit se séparer, il commence à danser. Et quand il commence à danser, il s'ouvre. Et puis, je crois que c'est 20, bon, je ne sais pas trop, mais les gens parlent de centaines de têtes qui sortent. Et ces missiles ont une capacité de 1 à 2 tonnes. C'est-à-dire, on parle une tonne 500, 1 tonne 800, 2 tonnes. Et chaque tête, je ne sais pas c'est combien la capacité, mais en tout cas, c'est reparti entre les différentes têtes. 50 par moment, 30 par moment, 20, et puis bam. C'est-à-dire que si tu envoies un missile intercepteur, c'est dangereux, mais il ne faut même pas envoyer un missile, c'est mieux. Parce que quand le missile frappe, et là, le champ d'action s'élargit. Parce que quand il frappe, une fois qu'il s'ouvre, ça devient puissant. Mais quand tu ne le frappes pas et qu'il s'ouvre, le champ d'action peut être plus ou moins limité. Mais quand tu le frappes, ça fait boum là.
ça va plus loin que tu ne peux l'imaginer. Ils ont parlé de 18 km², je crois. 18 km², ça c'est beaucoup. 18 km², c'est beaucoup. Donc, l'Iran impose et dit, nous n'avons pas fermé le détroit, il y a des bateaux qui passent. Alors, quand Trump a dit aux bateaux, soyez, aux capitaines des bateaux, soyez des garçons. 80, ok, merci beaucoup, 80 têtes. Il dit, soyez des garçons, soyez patriotiques. Les gens disent, ah, Trump, non, on est patriotique, pourquoi ton fils là, il n'est pas à la guerre? Il faut envoyer ton fils aussi dans la porter tenue militaire. Donc, les gens qui ont écouté Trump, ils sont sortis, leurs bateaux ont été frappés. Et il y a un destroyer américain qui a coulé. On va me dire c'est intelligence artificielle. Bon, ben, allez-y sur les plateformes des grands spécialistes américains. Si c'est intelligence artificielle, vous allez savoir. Enfin, j'espère que vous comprenez anglais parce que si vous allez là-bas aussi, si vous ne comprenez pas anglais, c'est compliqué. Donc, tout le monde sait qu'il y a... Parce que Trump aujourd'hui, il refuse de dire que c'est une guerre, c'est à dessein. S'il dit que c'est une guerre, il faut chercher l'approbation du Congrès, ce qu'il n'aura pas. Donc, si ce n'est pas une guerre, il appelle ça une opération spéciale comme l'a fait Poutine. Bon, maintenant, au début, il avait demandé 50 milliards de dollars pour continuer la guerre. Maintenant, il est monté à 100 milliards. Il dit qu'il a besoin de 100 milliards. Bon, comme ce n'est pas une guerre, c'est une opération militaire d'après eux. Si c'est une opération, les avions abattus, les radars qui coûtent des milliards, tout ça seront classés secret défense. Jusqu'à ce qu'on décide de les déclassifier pour savoir pourquoi. Vous voyez, la gestion de crise dans ces pays-là, quand vous regardez comment ils fonctionnent, pourquoi Trump fait le petit malin? Parce que toutes les informations sont, à part ce que nous on apprend ici, les vraies informations sont classées secret défense. Donc, même le Congrès peut demander, mais si le président, le Congrès peut voter la résolution, mais si le président met son veto, on ne va pas ouvrir. Donc, jusqu'à ce que son mandat finisse, ces documents-là vont rester classés secret défense. Donc, on ne saura pas, le peuple américain ne saura pas exactement combien d'avions de les 35, F-22, F-18, F-16, combien ont été abattus ou combien ont été détruits. Ils ne sauront jamais. Les radars de détection qui ont coûté des milliards, combien ont été détruits, ils ne sauront jamais. Les destroyers, combien ont été touchés, le porte-avions Abraham Lincoln, est-ce que ça a été touché? Est-ce que ça n'a pas été touché? Donc vous voyez, ces gens qui veulent nous enseigner un peu ce que nous appelons la démocratie chez eux, vous voyez, quand je vous dis très souvent que si on vous montre le véritable visage de la démocratie, je ne suis pas certain si vous allez reconnaître la démocratie. Mais ça, c'est la démocratie qui est là. On refuse d'appeler une guerre, parce que si on dit la guerre, il faut l'aval du Congrès. Et l'aval, il ne l'aura pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, si on dit c'est une guerre, au fil du temps, il y a des informations qui doivent être déclassifiées pour que le Congrès soit briefé en temps réel. Parce que quand c'est une guerre, il y aura des sessions closes où il y a des informations déclassifiées qui seront données. Et là, tout de suite, on peut arrêter le président. Non, tu arrêtes tout de suite. Mais tant que ce n'est pas une guerre, les documents restent classifiés. Le Congrès n'a pas son mot à dire. La seule chose qu'il peut faire peut-être, c'est de refuser de lui donner l'argent qu'il veut pour continuer la guerre.
C'est ça qu'ils appellent démocratie chez eux et c'est ça qu'ils veulent nous imposer. Nos États regardent et apprennent. Moi, j'en parle parce que j'estime que nos présidents, non pas qu'ils écoutent ce que je dis, mais qu'ils regardent ce qui se passe là-bas. Ça peut nous donner matière à réflexion sur des choses à faire dans l'avenir. Comment c'est en pleine guerre avec l'Iran qui veulent renouer avec nous parce qu'ils ont peur de ce que j'avais dit une fois et ce que l'Iran a confirmé. Keïta, depuis quand l'Iran a confirmé ce que tu as dit? D'accord, écoutez. Le premier jour, je suis sorti, j'ai dit quoi? J'ai dit, les terroristes qui sont dans le Sahel, commencez à retourner vos armes comme ceux qui vous envoient vers nous. Ils viennent de tuer le guide iranien. Oh, mais c'est pas ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Et quelques jours après, quand Mojtaba a été choisi, ils ont demandé à toutes les cellules dormantes de se réactiver tout de suite. Et donc, ils savent que les cellules dormantes seront en communication avec les terroristes dans le Sahel. Voilà pourquoi les Américains veulent dardard avoir accès à notre espace aérien. Vous voyez? Ils croient qu'ils sont intelligents. Ils croient que nous ne sommes pas suffisamment intelligents pour comprendre. Les Américains s'en fichent de nous. Pourquoi c'est maintenant qu'ils viennent? Parce que l'Iran a commencé à activer les cellules dormantes. Et les cellules dormantes restent toujours en communication avec les chefs. Pas nécessairement avec l'Iran là-bas. Parce que ils ont des chefs dans le Sahel. Et le chef là, qui les nourrit? C'est la France, c'est l'Union européenne, c'est l'Ukraine, c'est les Américains. Donc, ils n'ont pas quelque chose à trouver dans notre ciel. C'est ce que je dis à nos présidents. Donnez-leur la liste des pays qui financent le terrorisme, c'est tout. Ils n'ont qu'à aller là-bas, ils n'ont qu'à leur dire, arrêtez d'emmerder le Sahel. S'ils arrêtent tout de suite l'Amérique, ils n'ont pas besoin de venir chez nous. Parce que nos présidents, nos États connaissent ceux qui financent le terrorisme chez nous. Ils n'ont qu'à parler à Ouattara, en Côte d'Ivoire. Les Américains sont là-bas, non? Ils n'ont qu'à parler à Ouattara. Ils sont au Nigeria, non? Ils n'ont qu'à parler à la France, ils n'ont qu'à parler à Patrice Talon, puisque c'est eux qui font recruter par les gens de Boko Haram. Ils n'ont qu'à parler avec eux. S'ils arrêtent de les financer, là, ils seront tranquilles chez eux. Donc vous voyez, cette guerre, malgré qu'on essaie de nous faire croire que tout va bien, l'Iran est dans son droit de se défendre. Ça, c'est un. Deuxièmement, la crise pétrolière n'a pas encore commencé. Et nous sommes heureux, et nous sommes fiers. Hier, j'ai discuté avec un ancien responsable de la douane malienne. Il m'a dit, Keïta, les gens sont mauvais au Mali. Il dit, est-ce que tu sais qu'il y a excédent de carburant au Mali? Il y a tellement de carburant que la douane réalise un chiffre d'affaires inimaginable sur les tarifs douaniers, sur les hydrocarbures. Tellement il y en a. Il dit, mais ce qu'on ne comprend pas, on ne voit même pas ça dans les stations. Mais pourtant, le carburant est là. J'ai dit, oui, moi, j'ai vu une information sur 500 citernes. Il dit, 500, c'est petit. À titre d'exemple, il m'a montré même l'appel du directeur actuel de la douane. Il dit que je suis informé qu'il y a le carburant, mais les gens sont mauvais. Il dit, vous devez aider le pays, vous devez aider à donner la bonne information. Il dit, mais si je n'ai pas une information, comment je peux la donner? Je dis, si je n'ai pas la bonne information, comment je peux la donner? Moi, j'ai fait des propositions, j'ai dit, j'ai même appris, c'est même hier là même que j'ai appris que Non, ça c'est avant-hier. On dit le directeur de l'ERTM, il l'a enlevé. Il dit, on dit, mais qu'est-ce qu'on a enlevé l'ancien directeur de l'ERTM?
Il dit, ah, donc j'ai fait campagne jusqu'à... Le gars est parti. Il dit, ah, d'accord. Ils ont enlevé le directeur de l'eau. Il dit, d'accord. Et le nouveau. Il dit, bon, comme je ne sais pas trop, j'espère que le nouveau est bon. Donc, et effectivement, quand j'ai regardé l'actualité, je vois, ils sont allés attraper encore les gens sur des bidons. Et les gens continuent. Moi, je pense que le gouvernement n'était pas dur. C'est-à-dire, un camion qu'on trouve dans une cour en train de décharger le carburant pour qu'on remplisse là, dans les bidons de 20 litres là. Moi, je pense que les gens, ils n'ont qu'à arrêter. C'est-à-dire, il faut frapper dur. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que, moi, je m'en fous du chauffeur. Le camion doit être saisi et confisqué par l'État du Mali. Je répète, parce que ça là, si le Mali ne sort pas les gros moyens, ils vont pas arrêter. Moi, je pense que le camion est confisqué, même si le chauffeur fuit là. Tant que le chauffeur ne vient pas, et même si le camion doit être restitué, c'est avec une pénalité. Parce que c'est des Maliens qui meurent en protégeant ce carburant. Et moi, je ne connais pas un chauffeur qui prendrait le risque de détourner un camion citerne s'il n'est pas de connivence avec le propriétaire même du camion citerne. Il faut que le Mali tape dur. Il faut frapper dur. Il faut commencer à confisquer tous les camions citernes qui seront pris en flagrant délit d'infraction. Les chauffeurs, minimum 5 ans à 10 ans d'emprisonnement. Et les propriétaires du camion citerne, 40 à 50 millions d'amende. Parce que s'ils ne font pas ça, ils ne vont pas arrêter. Des gens meurent pour que le carburant arrive. Vous détournez le carburant et vous faites payer le bidon 60 000, 40 000, 30 000. Pourquoi vous faites ça? Mais tous ceux qui font ça, la malédiction, moi j'ai dit ça une fois, je répète, l'argent comme ça, là, vous mettez dans votre famille, c'est une famille qui est maudite. Parce que personne et rien de bon ne sortira là-bas. Vous êtes mauvais et vous êtes des criminels. Ceux dont les enfants prennent les armes pour mourir pour le pays là, vous les idiots voleurs criminels que vous êtes, vous prenez camion, vous faites des tours et puis vous allez, on dit c'est chauffeur. C'est pas le chauffeur, ils sont tous dedans. Moi je demande au président et je demande au premier ministre de commencer à saisir tous les camions citernes qui seront en infraction. Le camion sera saisi. Le chauffeur, 5 à 10 ans d'emprisonnement. Pour la restitution du camion, 50 à 100 millions. Pour que les choses... Parce qu'il faut prendre des décisions pour que ça s'arrête. Mais le camion, le carburant, mais il n'y a même pas de place où il faut arrêter. Moi, et puis, en même temps, on sait demander aussi au gouvernement de commencer à construire des endroits. Il faut avoir une logistique nationale. Il faut avoir... Parce que tous les pays du monde ont un stock sécuritaire. Au cas où il y a une situation mondiale, au moins, il y a des pays, c'est 90 jours. Il y a des pays, c'est 60 jours. Il y a des pays, c'est 30 jours. Ça dépend des capacités des pays. Mais nous, au Mali, si c'est 0, on n'a rien encore. C'est dangereux. Et moi, j'invite le Premier ministre à commencer à construire vraiment rapidement. Pourquoi ne pas signer un contrat même? Je l'ai dit la dernière fois, je l'ai signé un contrat avec le Niger. Pour qu'ils viennent nos choses. L'État du Mali, l'État du Niger, on le signe. Ils produisent et puis ils viennent, ils versent la solvant, ils produisent, ils viennent. Maintenant, si les privés prennent avec l'État du Mali, comme le Burkina l'a fait, le Burkina, là, même si les privés envoient, c'est le gouvernement même qui est dedans. Par exemple, les privés vont acheter avec nous, le gouvernement fait entrer dans le pays, les privés achètent, et là, le gouvernement sera multimilliardaire. Ça dit que moi, je ne sais même pas, je ne sais pas pour... Monsieur le Président, ce matin, je m'étais, sinon quand j'ai parlé encore, il attaque les gens. Sinon, pourquoi le gouvernement même ne va pas carburant au privé? L'argent comme ça, la même, sinon on va connaître encore pauvreté. Hein? On peut faire. On s'attend avec le Niger et puis
je sais pas, bon, j'espère qu'ils sont en train de réfléchir là-dessus. Alors, ce qu'il faut retenir, l'Iran se bat pour sa survie. C'est vrai, il y a beaucoup d'Iraniens qui sont morts. Mais ce que l'Iran a fait subir aux États-Unis, à part le Vietnam et le Japon, le Vietnam et le Japon, c'est en termes de coûts humains. Mais en termes de coûts matériels, ce que l'Iran, autant pour moi, est en train de faire subir aux Américains, aucun pays au monde ne l'a fait encore. Aucun pays au monde. En termes de coûts matériels. Le Vietnam et le Japon, c'est en termes de coûts humains. Mais en termes de coûts matériels, aucun pays au monde n'a fait ce que l'Iran est en train de faire. Parce que l'Iran a désarticulé, l'Iran a brisé les côtes des Américains dans le Golfe. Ils n'ont aucune puissance encore, une puissance de projection. Aujourd'hui, c'est cette humiliation. Si Trump gagnait cette guerre, je vous jure au nom de Dieu, les Européens allaient tout de suite s'allier à lui. Mais parce qu'ils savent que tout ce que Trump dit, tout est faux. Et ils savent que les Iraniens n'ont pas encore dit leur dernier mot. Et le détour dormir, tu n'es pas garçon, tu t'approches là-bas, tu vas aller au fond de la mer. Peu importe qui tu es, les Iraniens sont prêts. Mais ceux qui ont la main sur la gâchette là, mais ils sont sous sol, 200-300 mètres, on ne sait même pas où ils sont. Tu peux faire quoi contre des quelqu'un comme ça? Il fait sortir des bateaux kamikazes et puis il va faire couler ton truc là. Tu as fait comment? Des bateaux kamikazes bourrés d'explosifs, il va percuter ton truc, c'est fini, tu vas te retrouver sous terre. Ils ont des mines. Donc, nous, personnellement, nous, on est fiers de ce que l'Iran fait. Et le prix à payer est lourd, c'est vrai. Des Iraniens meurent. Parce qu'il faut que Israël arrête une bonne fois pour toutes. Et aujourd'hui, tellement Israël est désarticulé, le Hezbollah est en train de chicoter Tel Aviv et Jérusalem comme c'est pas permis. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous montrer, mais je vous invite à aller vous informer. Tout n'est pas intelligence artificielle. Il y a la vérité dans ce que l'intelligence artificielle dit. Je ne dis pas que tout ce qu'ils disent est vrai, mais je dis qu'il y a la vérité dedans. Et c'est cette vérité-là que chacun doit chercher à savoir. Donc, une fois de plus, merci infiniment. Alors, pour ceux qui sont intéressés, une fois de plus, par rapport à nos produits, comme je l'ai dit en début d'émission, que ce soit le diabète, la drépanocytose, l'arthrose, les gouttes au niveau des femmes, les pertes blanches, la sécheresse, au niveau des hommes, le troisième pied est incapable, il dort, il n'est pas à la hauteur, il n'est pas fort, il est court, il ne performe pas, il ne sait pas tirer pénalty correctement. Le numéro, on va vous le donner tout à l'heure. Vous avez l'hernie discale, vous avez... Voilà, on m'a raconté l'histoire d'une vieille, s'il vous plaît, permettez-moi rapidement. Un mauvais diagnostic a failli tuer la vieille. Je crois que c'est sa fille qui m'a appelé. Je sais qu'elle est connectée parce qu'elle me suit. Mais ça fait mal. Quand j'ai écouté l'histoire de sa maman, j'étais dépassé. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Je ne prétends pas pouvoir soigner tout le monde. Mais pour la grâce de Dieu, on a d'excellents résultats. Et je remercie certains docteurs et médecins qui donnent mon contact à leurs patients, surtout en Côte d'Ivoire et en France, beaucoup plus en Côte d'Ivoire. Et aussi en France, je crois, oui. Donc, je le dis, je ne suis pas charlatan, je ne suis pas marabout, je ne suis pas guérisseur. On travaille sur les plantes. Et comme j'avais dit, j'allais faire une proposition simple au niveau de la belle ivoirienne parce que je voudrais que les produits portent un seul nom désormais, la belle ivoirienne. La belle ivoirienne, c'est à 3 niveaux. Il y a la belle ivoirienne préventive, le 12 et le 14 uniquement. Et puis, en fonction des cas de pathologie, il y a la belle ivoirienne, le 12,
le 12B, le 14B avec le 12S. Ça, c'est des cas vraiment compliqués. Et sinon, le 12, le 14 et le 14B, voilà. Évidemment, en fonction des pathologies, des infections, il y a des produits complémentaires qu'on pourra ajouter sur les combinaisons, c'est-à-dire le traitement complet de la belle ivoirienne. Donc, nous ne fermons pas les portes. Comme je dis à tout le monde, les prix que je propose, ce sont les prix qui reflètent à peu près la valeur de mes produits. Et maintenant, en tant qu'Africain, en tant qu'être humain, on peut avoir des moments de flottement, des moments de petites difficultés financières. Je ne ferme aucune porte, seulement convenablement pour dire Keïta, on l'a vu, mais au regard de la situation, voilà ce que voilà, si tu peux, il faut toujours proposer, mais je ne voudrais pas que mes prix, vous les regardez de tout de suite. Comme il y a un jeune homme aussi qui a fait, je lui ai dit, mais tu as mal fait. On ne fait pas ça. Moi, tu viens à moi parce que là, ce que vous dites, vous gâtez le nom de Keïta. Je n'ai jamais fermé une porte. Vous venez à moi, on discute. Si c'est acceptable, c'est acceptable. Si c'est pas acceptable, je dis, il faut revoir un peu. Hein? Et puis, je sais le faire en sorte. Mais il y a des gens qui disent Keïta, au regard de ce que tu fais pour l'Afrique, et puis, nous, c'est bon, ça nous convient. Et puis, les gens, on va avec. Donc, je ne ferme pas la porte. Ne vous empêchez pas. Si vous avez des situations, ayez le courage de le poser et puis on verra dans quelle mesure on peut travailler ensemble. D'accord? Parce qu'on est tous passés par des moments difficiles. Hein. Dieu dit toujours, rappelez-vous que vous aussi, vous étiez comme ça avant. Donc ne soyez pas très dur avec les gens. Alors, donc s'il y a la possibilité d'aider, il n'y a pas de souci. Donc c'est le 223, c'est le 72, 77, 47, 88, 223, 72, 77, 47, 88, une dernière fois, 223, 72, 77, 47, 88. Alors, que ce soit le trompe bouché, que ce soit le cancer métastasé, cancer du sein, cancer du col de l'utérus, hémorroïdes internes ou externes, insuffisance rénale, hypertension ou diabète, tous les types de diabète, tous les types d'hypertension. Hein? Vous prenez le numéro et puis vous nous dites exactement ce dont il est question, d'accord? C'est un numéro WhatsApp, donc vous m'envoyez juste l'information, d'accord? C'est le 223 72 77 47 88. On garde le contact. Merci infiniment à toutes et à tous.